Mon mari m'a appelé sur haut-parleur, je finalise le divorce. Ses copains riaient. J'ai demandé, oh, Linda rit? J'imagine qu'elle ne sait pas que tu as mis la compte de son condo sur ma carte, que je viens d'annuler. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, prenez une tasse de thé bien chaude et installez-vous confortablement. J'aimerais savoir à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Veuillez commenter M pour le matin, A pour l'après-midi, ou E pour le soir. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. J'étais assise dans mon bureau chez Brenda S. Reno & Design, fixant un plan qui ne me semblait pas juste. Les lignes structurelles étaient solides, mais la circulation ne fonctionnait pas. C'était un peu comme ma vie ces derniers temps, solide à l'extérieur, mais complètement déjointe à l'intérieur. Le soleil de l'après-midi traversait les stores, projetant de longues ombres nettes sur mon bureau en acajou. C'était calme, le genre de calme qu'on s'offre après 30 ans de travail acharné dans le domaine de la construction et du design. Puis, mon téléphone a brisé ce calme. C'était une demande d'appel vidéo de Gary, mon mari. Mon estomac a fait ce petit nœud qu'il faisait depuis des mois. Il n'appelait jamais en vidéo. Gary était un homme de SMS et de grognements, surtout depuis qu'il avait arrêté de travailler dans l'immobilier il y a 2 ans. J'ai appuyé sur le bouton vert, m'attendant à voir son visage, peut-être pour me demander où était sa veste de costume grise ou pour exiger de savoir pourquoi le frigo n'était pas rempli de sa bière artisanale préférée. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par un flou chaotique de néons et le rugissement assourdissant d'un bar des sports. La caméra n'était pas dirigée vers lui, elle était posée contre un pichet de bière, incliné vers le haut. Je pouvais voir son menton rougi et le ventilateur de plafond tourné paresseusement au-dessus. Mais je pouvais l'entendre parfaitement. Elle a décroché. Elle a vraiment décroché. La voix de Gary était forte, pâteuse et empreinte d'une sorte d'arrogance qui me donnait la chair de poule. « Et, Brenda, t'es là? Je suis avec les gars. Et Linda. Linda est ma meilleure amie depuis 20 ans. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je suis là, Gary, ai-je dit, la voix ferme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé où il était. J'ai juste regardé. La caméra a bougé. J'ai vu les visages de ses vieux compagnons de boisson, Mike, Steve et des gars qui n'avaient pas eu d'emploi stable depuis l'administration Bush. Et puis, s'appuyant dans le cadre avec un rire niais, il y avait Linda. Elle a fait un signe de la main, ses doigts s'agitant comme si elle saluait un fan, et non la femme dont elle était en train de s'approprier le mari. On fête ça, Brenda, a hurlé Gary par-dessus le jukebox. On fête la liberté. La liberté, ai-je demandé, m'adossant dans mon fauteuil en cuir. J'ai senti une froideur m'envahir, une couche de glace protectrice. C'est ça. Je suis au bureau de l'avocat enfin, on vient d'en sortir, a ri Gary, entrechoquant son verre contre celui de Linda. Je lui ai dit de préparer les papiers. Je finalise le divorce. Bébé, j'en ai fini. J'en ai fini avec tes reproches. J'en ai fini avec toi qui contrôle les cordons de la bourse. J'ai besoin d'une femme qui sait s'amuser, une femme qui ne me traite pas comme un employé. La table a éclaté de rire. Linda a couvert sa bouche, feignant le choc, mais ses yeux dansaient de malice. Oh, Gary, arrête, a-t-elle roucoulé, mais elle ne s'est pas écartée. Elle s'est rapprochée. Je suis sérieux, a crié Gary dans le téléphone, s'adressant à moi comme si j'étais une chahuteuse dans la foule. Je prends la moitié, Brenda. La moitié de l'entreprise, la moitié de la maison, la moitié de la retraite, et je vais dépenser tout ça dans une vie qui ne sent pas la sueur et la vieille peinture. Alors, considère ceci comme ton préavis, tu es licencié de ton poste d'épouse. Les rires ont redoublé. C'était un son hideux, un son qui balayait 25 ans de mariage. 2 mois payant ses dettes. 2 mois lui tenant la main quand sa mère est morte. 2 mois construisant une vie pour qu'il puisse se tenir dessus et me cracher au visage. Il pensait que j'allais pleurer. Il pensait que j'allais supplier. Il pensait voir une femme s'effondrer. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne savait pas que pendant qu'il buvait de la bière bon marché et jouait les gros bras, j'avais été occupé. Il ne savait pas pour l'expert comptable judiciaire que j'avais engagé 3 semaines plus tôt. Il ne savait pas pour les notifications qui éclairaient actuellement ma boîte mail. J'ai pris une lente inspiration. Le plan sur mon bureau a soudainement pris tout son sens.
Je savais exactement quel mur devait être abattu. Gary, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a transpercé le bruit du bar comme un diamant coupe le verre. Avant que tu ne fêtes ça trop fort, et avant de signer quoi que ce soit. J'ai marqué une pause. Le sourire sur son visage a vacillé d'une fraction. Les rires à la table se sont tus, sentant le changement d'atmosphère. Quoi, a-t-il ricané. Tu vas me supplier de rester? Non, ai-je dit. J'ai juste une question. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je suis curieuse, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Revenons en arrière. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas versé une larme pendant cet appel, il faut comprendre la lente et agonisante mort de mon mariage. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, cela s'est produit par moments. De petites entailles qui ont fini par me vider de mon sang. Cela a commencé il y a environ 6 mois. C'était un mardi matin. La cuisine était remplie de l'odeur du café et de la fraîcheur humide d'un automne à Chicago. J'étais sur l'îlot central, révisant un contrat pour la rénovation d'une cuisine à Evanston. Gary est arrivé vers 10 heures, se grattant l'estomac, portant un jogging qui avait connu des jours meilleurs. « Bonjour », ai-je dit, essayant de garder un ton léger. « Il y a du café. » Il a grogné, se versant un mug sans me regarder. « Plus de crème », a-t-il marmonné. « Je l'ai mise sur la liste », ai-je dit. Puis j'ai décidé de réessayer. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une petite enveloppe crème. À l'intérieur se trouvaient des billets pour un concert de jazz au centre-ville pour le vendredi soir. Nous adorions le jazz. Et, je pensais à vendredi, c'est notre 25e anniversaire. J'ai pris des billets pour le Blue Note dîner dans cet Italien que tu aimes avant. Juste nous deux. Pas de téléphone. Pas de discussion sur le boulot. Gary a arrêté de remuer son café. Il a regardé l'enveloppe dans ma main comme si c'était une assignation à comparaître. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur en acier inoxydable où était accroché notre calendrier familial. Il y avait un code couleur, mon emploi du temps en bleu, les factures en vert, les événements sociaux en rouge. Il a pris un gros marqueur permanent rouge. Il a retiré le capuchon avec ses dents. Puis, avec un crissement qui m'a agacé les dents, il a tracé un immense et agressif « X » sur le vendredi. Ne prévois rien de mignon, a-t-il dit, sans même se retourner. Je suis occupé. Je suis resté assise là, l'enveloppe lourde dans ma main. Occupé, Gary? Tu n'as pas travaillé depuis 2 ans. Occupé à quoi? Il s'est retourné brusquement, les yeux froids. Des trucs, Brenda. J'ai des trucs à faire. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me retrouver. Tu es toujours en train de planifier, de tout organiser. C'est étouffant. Pas de contact visuel. Pas de sourire. Juste le bruit du marqueur et le choc de la porte du frigo. J'essaie de nous fêter, ai-je dit, la voix tremblante. 25 ans, Gary. 25 ans de quoi, a-t-il rétorqué. De toi qui travailles? De toi qui joues au grand patron? Tu crois que parce que c'est toi qui ramènes le salaire, mon temps t'appartient? Je ne suis pas l'un de tes entrepreneurs, Brenda. Tu ne peux pas simplement me mettre dans ton emploi du temps. Il est passé devant moi, attrapant un bagel au passage. Ne fais pas ta nécessiteuse. C'est pathétique. Si j'avais su que le petit déjeuner ressemblerait à ça, je serais resté au lit. Je l'ai regardé partir. La cuisine m'a soudain paru immense et vide. J'ai regardé le calendrier. Ce X rouge ressemblait moins à un changement d'horaire qu'à une cible. Je viens de rien. Mon père était charpentier, un homme qui sentait les copeaux de pin et la sueur honnête. Il m'a appris que si l'on veut construire quelque chose, on le construit soi-même. J'ai bâti mon entreprise à partir d'un vieux pick-up rouillé et d'une boîte à outils. J'ai construit cette maison. J'ai construit notre vie. J'ai porté Gary quand le marché immobilier s'est effondré en 2008. Je l'ai porté quand il a fait une dépression. Je l'ai porté quand il a décidé qu'il était, trop gradé, pour refaire de la vente de base. Je le portais depuis si longtemps que j'en avais oublié ce que ça faisait de se tenir droite. Ce matin-là, en regardant le frigo, j'ai eu un déclic. Ce n'était pas encore de la colère, c'était de la clarté. Il ne voulait pas nous fêter parce que, dans son esprit, nous n'existions plus.
Il n'y avait plus que moi, le compte en banque, et lui la victime de mon succès. J'ai mis les billets dans la déchiqueteuse près du garde-manger. Le bruit du papier se déchirant fut la seule musique que nous avons eue pour cet anniversaire. Plus tard ce jour-là, j'ai vu une notification sur notre compte joint, une dépense chez un fleuriste, $150. J'ai stupidement supposé qu'il s'en voulait peut-être. Qu'il m'avait peut-être acheté des fleurs pour s'excuser du matin même. Je suis rentré ce soir-là avec une lueur d'espoir. Je m'attendais à voir un vase de roses sur l'îlot central. Rien. Gary, ai-je appelé. Dans le bureau, a-t-il hurlé. Il regardait du football américain. Pas de fleurs. Tu as acheté quelque chose aujourd'hui, ai-je demandé, debout dans l'embrasure de la porte. Juste de l'essence, a-t-il dit, sans quitter la télé des yeux. Pourquoi? Tu me fliques encore? Dieu, tu es obsédé par l'argent. Je suis monté dans notre chambre. Pas de fleurs. J'ai vérifié la chambre d'amis. Rien. La dépense était réelle. Les fleurs étaient réelles. Elles n'étaient simplement pas pour moi. C'était la première fissure dans les fondations. Mais comme tout bon constructeur le sait, au moment où l'on voit la fissure, les dommages structurels sont déjà faits. Une semaine après le désastre de l'anniversaire, j'ai décidé d'essayer une autre approche. Peut-être que la pression d'une soirée en amoureux était trop forte. Les hommes peuvent être bizarres face aux attentes, du moins c'est ce que je me disais. J'ai décidé de cuisiner. Gary adorait mon rôti de bœuf, mijoté pendant 8 heures avec des carottes, des pommes de terre et une réduction au vin rouge. C'était un plat réconfortant. C'était sans risque. J'ai quitté le bureau tôt, ce que je ne fais jamais. Je me suis arrêté chez le boucher, j'ai pris une pièce de premier choix et j'ai passé l'après-midi en cuisine. Je voulais que la maison sente le foyer quand il rentrerait. Je voulais lui rappeler que je n'étais pas seulement la patronne, j'étais sa femme. J'ai dressé la table et des bougies, mais pas trop romantiques, juste jolies. J'ai ouvert une bouteille de cabernet qu'il aimait. 18 heures sont passées. 19 heures le rôti était prêt, au chaud dans le four. 20 heures je lui ai envoyé un SMS, le dîner est prêt. Tout va bien? Pas de réponse. À 20h45, la porte du garage a enfin grondé. J'ai ressenti une vague de soulagement, rapidement suivie d'anxiété. Quel Gary allait franchir cette porte? L'homme que j'avais épousé, ou l'étranger qui dessinait des croix sur mon calendrier? Il est entré, jetant ses clés sur le comptoir. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé la table. Salut, ai-je dit en m'avançant. J'ai fait un rôti. Il s'est arrêté, reniflant l'air. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur de faim, peut-être même de nostalgie. Mais son visage s'est durci. Il a regardé la table dressée, le vin, les bougies. Je n'ai pas faim, a-t-il dit sèchement. Tu n'as pas mangé, ai-je dit. J'ai fait ton plat préféré. Ça a cuit toute la journée, Gary. J'ai pris un burger avec Mike. Il mentait. Je savais qu'il mentait parce que l'odeur qui émanait de lui n'était ni du gras ni des oignons. C'était du parfum, une odeur florale d'une douceur écœurante qui me prenait à la gorge. Et en dessous, l'odeur âcre du gin. Tu sens comme si tu sortais d'un bar, ai-je dit, essayant de garder une voix neutre. Il a pivoté sur ses talons, le visage déformé par une rage soudaine. Et c'est reparti. L'Inquisition. Un homme ne peut pas prendre un verre avec ses amis sans subir un interrogatoire? Tu m'étouffes, Brenda. Tu es comme une gardienne de prison. Je suis ta femme, ai-je dit, sentant les larmes me piquer les yeux. J'ai cuisiné pour toi. J'essaie de renouer avec toi. Ce n'est pas du lien, a-t-il hurlé, désignant le rôti comme si c'était une arme. C'est de la pression. C'est de la manipulation. Tu fais ce truc gentil pour pouvoir me le ressortir plus tard. Oh, regardez-moi, Sainte Brenda, qui prépare le dîner pendant que Gary s'amuse. Je vois clair dans ton jeu. Mon cœur battait la chamade. Manipulation, Gary? Je voulais juste partager un repas. Tu veux le contrôle, a-t-il ricané. Tu contrôles l'entreprise. Tu contrôles la maison. Tu veux contrôler ce que je mange et quand je le mange? Eh bien, je n'ai pas faim. Mets-le dans un Tupperware ou jette-le. Je m'en fiche. Il a passé devant moi en trombe vers l'escalier.
En passant, l'odeur de ce parfum m'a frappé à nouveau. C'était distinct, lilas et musc. Bon marché, mais puissant. Avec qui étais-tu? Ai-je demandé à son dos qui s'éloignait. Il s'est arrêté à la 2e marche. Il ne s'est pas retourné. J'étais avec des gens qui m'apprécient. Des gens qui ne me traitent pas comme une déception. Je ne te traite pas comme une déception, ai-je chuchoté, mais la porte de la chambre principale a claqué à l'étage, faisant vibrer le plancher. Je suis resté là, dans le silence de ma cuisine. Le rôti était encore chaud dans le four. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je me sentais petite. Je me sentais invisible. C'est ce qu'on appelle du gaslighting, détournement cognitif. Je connais le terme maintenant, à l'époque, je pensais simplement que je devenais folle. Il me faisait sentir que ma gentillesse était une agression. Il me faisait sentir que demander un respect de base était une exigence de contrôle total. Il déformait la réalité jusqu'à ce que je ne sois plus sûr que le sol sous mes pieds soit solide. J'ai éteint les bougies. Je n'ai pas rangé la nourriture. J'ai pris tout le rôti, le plat lourd entre mes mains, et je suis allé jusqu'à la poubelle. J'ai tout vidé dedans. La viande, les légumes, la sauce. 8 heures d'effort disparues en 10 secondes. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne cuisinais pas pour mon mari, je cuisinais pour un fantôme. L'homme là-haut, celui qui sentait le gin et le lilas bon marché, n'était pas l'homme à qui j'avais promis amour et respect. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Il n'est pas venu me chercher. Le lendemain, j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais l'impression de me noyer dans ma propre maison, et j'avais besoin d'une bouée de sauvetage. Naturellement, j'ai appelé Linda. Linda et moi étions amis depuis que nos enfants étaient à l'école maternelle ensemble. Nous nous étions liés d'amitié lors des réunions de parents d'élèves en nous plaignant de la file d'attente pour récupérer les enfants. C'était la rigolote, la faux-folle. Elle était divorcée depuis 5 ans d'un gars nommé Dave, un homme doux qui travaillait dans les assurances. Linda prétendait toujours que Dave était ennuyeux et manquait d'ambition, mais avec le recul, je pense que Dave manquait surtout d'un compte en banque illimité. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot près de mon bureau. J'avais l'air d'une épave. Les yeux bouffis, à peine maquillés. Linda était superbe. Elle portait un nouveau chemisier en soie. Elle sortait de chez le coiffeur et semblait rayonnante. « Oh, ma chérie » a-t-elle roucoulé en s'asseyant, tendant la main pour me serrer la mienne. Ses ongles étaient fraîchement manucurés, d'un rouge vif et agressif. « Tu as l'air épuisé. »« C'est le boulot ? La rénovation de la maison au bord du lac stagne encore ? » ?»« C'est Gary, » ai-je dit, la voix brisée. J'ai commandé un café noir. J'avais besoin de caféine pour que mon cerveau continue de fonctionner. Il est différent. En colère. Il n'est pas rentré pour notre anniversaire. Hier soir, il a explosé contre moi parce que j'avais fait à dîner. Il dit que je suis contrôlante. Il dit que je l'étouffe. Linda a soupiré, secouant la tête avec sympathie. Oh, Brenda. Les hommes, ils passent par ces phases, surtout à son âge. C'est la ménopause masculine, la crise de la cinquantaine sans la voiture de sport parce que, enfin, tu sais. Parce qu'il n'a pas les moyens de s'en payer une, ai-je fini pour elle. Voilà, a dit Linda, prenant une gorgée de son chardonnay. Il était 11 heures du matin. Écoute, Brenda, je vais être honnête avec toi parce que je t'aime. Tu es le beau coup. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Tu es une force de la nature, a-t-elle dit rapidement en souriant. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais pour un homme comme Gary qui se sent un peu émasculé en ce moment, c'est dur. Tu diriges la boîte, tu paies les factures. Tu prends les décisions. Il se sent probablement comme un invité dans sa propre vie. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que tu l'étouffes un peu. C'était comme une gifle. Ma meilleure amie lui donnait raison. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, ai-je demandé, désespéré. Arrêter de travailler. Nous laisser faire faillite? Non, idiote. Linda a ri. Relâche juste un peu la laisse. Donne-lui de l'espace. Arrête de lui demander où il est à chaque seconde. Arrête de fliquer les relevés de carte de crédit. Laisse-lui ses petits secrets. Laisse-le se sentir à nouveau comme un homme. S'il sort tard.
laisse-le sortir tard. S'il dépense un peu d'argent, laisse-le le dépenser. Tu as les moyens, Brenda. Tu es riche. Je suis à l'aise parce que je travaille 80 heures par semaine, ai-je corrigé. Exactement, a rayonné Linda. Alors, laisse-le profiter un peu des fruits de ton travail. Ça pourrait sauver ton mariage. Arrête d'être la patronne à la maison. Sois la femme amusante. Elle s'est adossée, faisant tourner son vin dans son verre. Une odeur a flotté au-dessus de la table, lilas et musc. Je me suis figé. Mes narines ont frémi. C'était léger, mélangé à l'odeur du café et des frites à l'ail du bistrot, mais c'était là exactement la même odeur que celle sur la veste de Gary la veille. Ce parfum, ai-je dit, mon cœur commençant à s'emballer. Il est charmant. C'est un nouveau. Le sourire de Linda n'a pas faibli, mais ses yeux ont fait un mouvement rapide, presque imperceptible, sur le côté. Oh, ça? Oui, juste un truc que j'ai trouvé au centre commercial. Un petit plaisir pas cher. Tu me connais. Il te va bien, ai-je dit, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. Merci. Elle a regardé sa montre. Oups. Je dois filer. J'ai un truc, une visite. Je me remets peut-être dans l'immobilier. Elle s'est levée, a posé un billet de 20 sur la table et m'a embrassé. Écoute-moi, Brenda. Lâche-lui la grappe. Laisse Gary respirer. Arrête de vérifier les comptes. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Je l'ai regardée s'éloigner. Elle avait une démarche légère. Arrête de vérifier les comptes. C'était son conseil. La femme qui prétendait être ma meilleure amie me disait de fermer les yeux sur les dépenses de mon mari et ses absences. Et elle sentait exactement comme les amis avec qui Gary avait bu. Je suis resté là longtemps. Le café a refroidi. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne me battais pas seulement pour mon mariage, je marchais dans un piège. Et ma meilleure amie ne me tendait pas la main, elle aidait à creuser le trou. Te faire confiance, ai-je chuchoté à la chaise vide. Jamais de la vie. Au lieu de retourner au bureau, je suis allé directement au cabinet de mon comptable. Si Linda voulait que j'arrête de regarder les chiffres, c'était le plus grand signe au monde que je devais les examiner de plus près que jamais. Mon comptable, Steve, est un homme bien. C'est le genre de gars qui porte des bretelles de manière non ironique et qui s'enthousiasme pour les niches fiscales. Quand je suis entré dans son bureau sans rendez-vous, il a perdu ses couleurs. Brenda. Il s'est levé, éparpillant des papiers. Tout va bien? Le fisc? Je n'en sais rien, Steve. C'est à toi de me le dire, ai-je dit en m'asseyant. Je veux voir les comptes personnels, le compte joint, l'épargne, et la carte de crédit supplémentaire que j'ai donnée à Gary il y a 3 ans. Steve a hésité. Il a bougé nerveusement sur son siège, ajustant ses lunettes. Brenda, tu sais, j'envoie normalement les rapports trimestriels sur ton mail. Gary m'a dit qu'il s'occupait de la révision avec toi à la maison. Gary a dit ça, vraiment? Ma voix était calme, mais mon sang bouillait. Gary a menti. Ouvre les comptes maintenant. Steve a tapé rapidement sur son clavier. Il a tourné le moniteur vers moi. C'était un bain de sang. Je suis une femme d'affaires. Je sais lire un bilan. Je sais à quoi ressemble un flux de trésorerie. Ce que je regardais n'était pas un flux, c'était une hémorragie. Explique-moi ça, ai-je dit, désignant une série de retraits. Eh bien, a dit Steve en transpirant, ce sont des retraits d'espèces. Les plafonds de retrait aux distributeurs ont été atteints presque tous les jours ces 2 derniers mois. 5 cents ici, 3 cents là. Ça représente environ $12 000 en liquide. $12 000. En liquide. Gary n'avait pas de problème de drogue. Il ne jouait pas au poker. Où allait cet argent? Et la carte de crédit, ai-je demandé. Steve a cliqué sur un autre onglet. C'est là que ça devient plus lourd. On a des dépenses dans le restaurant de grillade sur Main Street 4 fois le mois dernier. Facture moyenne, $300. Je connaissais ce restaurant. C'était l'endroit le plus cher de la ville. Je n'y avais pas mangé depuis 1 an. Gary se nourrissait bien. Hôtel, ai-je lu sur l'écran. Le Regency, le OR Hilton. Pourquoi séjourne-t-il dans des hôtels de notre propre ville?
Il a noté ça comme réseautage professionnel dans les notes de frais, a dit Steve faiblement. Il n'a pas de business, Steve, ai-je tranché. J'ai pris une inspiration. Descends plus bas. C'est quoi cette dépense? Luxe Jewelry. C'était il y a 2 semaines. Steve a dit $800. J'ai supposé que c'était un cadeau pour toi pour votre anniversaire. J'ai touché mon cou nu. Pas de cadeau. Puis je l'ai vu d'une dépense récurrente qui m'a glacé, Legal Zoom et une provision pour Henderson & Associates. Steve avait l'air confus. Je pensais que vous étiez peut-être en train de mettre à jour vos testaments. Henderson est un avocat spécialisé dans les divorces, ai-je dit, la réalisation me frappant comme un train à grande vitesse. Gary utilise mon argent à notre argent pour payer une provision à un avocat pour divorcer. Je me suis adossé au fauteuil. La pièce tournait. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une stratégie de sortie. Il finançait son départ avec mon salaire. Il mangeait des steaks, dormait dans des hôtels, achetait des bijoux pour une autre, et préparait un assaut juridique, tout en vivant dans ma maison et en mangeant ma nourriture. Et regarde ça, ai-je dit en désignant une dépense d'hier. C'est en attente. Dream Home Realty escroc. Steve a plissé les yeux. C'est un dépôt de garantie. Généralement pour une location ou une réservation de condo. $5 000. Il déménage, ai-je chuchoté. Il se construit une nouvelle vie. Brenda, J'aurais dû te signaler ça, a bafouillé Steve. Gary m'a appelé le mois dernier, il a dit que vous diversifiez vos actifs, que vous déplaciez des liquidités pour un investissement surprise. Il m'a dit de ne pas t'embêter avec les petits détails parce que tu étais stressé par le gros contrat de l'hôpital. Il t'a manipulé aussi, ai-je dit. Je n'étais pas en colère contre Steve. Gary était charmant quand il le voulait. C'était un vendeur, après tout. Il n'avait simplement pas vendu de maison depuis des années, il vendait des mensonges. Imprime tout, ai-je ordonné. Chaque page, chaque reçu, chaque ticket de retrait. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Steve alors que l'imprimante s'activait. Je vais arrêter d'être la victime, ai-je répondu. J'ai besoin que tu ouvres un nouveau compte ou une fiducie, trust, pour le fonds d'études de ma nièce. Je veux y transférer le maximum légal d'actifs liquides aujourd'hui même. Ça va vider le compte joint de manière significative, a prévenu Steve. Je sais, ai-je dit. Laisse assez pour les factures et laisse la carte de crédit de Gary active pour l'instant. Je ne veux pas qu'il sache. Pas encore. Je suis sorti de ce bureau avec une pile de papiers épaisses à en étouffer un cheval. Les chiffres ne mentaient pas, Gary me volait. Il me trompait. Et à en juger par le timing des bijoux et des hôtels, il n'était pas seul. L'odeur de lilas et de musc m'est revenue. Linda avait besoin d'argent. Linda aimait les bons restaurants. Linda venait de me dire d'arrêter de vérifier les comptes. Je suis monté dans ma voiture et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un complot. Mon mari et ma meilleure amie étaient en train de dévorer ma vie. D'accord, ai-je dit à la voiture vide. Vous voulez la guerre? Vous venez de la déclarer à la mauvaise femme. Les jours suivants furent une leçon de maître en comédie. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je préparais des dîners simples. Je demandais à Gary comment s'était passée sa journée. Je le regardais me mentir en face. Oh, je travaille juste sur quelques pistes, disait-il en faisant défiler son téléphone. J'ai peut-être un acheteur pour ce duplex sur la 4e. Il n'y avait pas d'acheteur. Il n'y avait pas de duplex. Il lui envoyait des SMS. Je le savais. J'ai commencé à surveiller son kilométrage. Je vérifiais le compteur de son camion quand il était sous la douche. Il faisait 80 km par jour. Assez pour aller dans la ville d'à côté où personne ne nous connaissait. Assez pour aller jusqu'à l'immeuble de Linda. Le jeudi soir, il y avait un vrai orage du Midwest qui faisait vibrer les fenêtres. Gary est rentré tard, encore une fois. Il était trempé, grelottant. Problème de voiture, a-t-il grommelé en secouant son parapluie. J'ai crevé sur l'autoroute. J'ai dû changer la roue sous la pluie. J'ai regardé ses mains. Propre, pas une trace de graisse, pas une tache de poussière de frein.
On ne change pas un pneu sous la pluie sans avoir l'air de sortir d'une tranchée. C'est terrible, ai-je dit en lui tendant une serviette. Va te doucher. Je vais te faire un thé. Ouais, merci, a-t-il marmonné en montant précipitamment. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai attrapé mes clés. J'ai couru sous la pluie jusqu'à son camion garé dans l'allée. J'avais besoin de voir. J'ai ouvert la porte passager. L'intérieur sentait vaguement le chien mouillé et ce parfum, le lilas. C'était imprégné dans le tissu maintenant. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. J'ai regardé les tapis de sol. Des traces de boue. Petites. Une botte de femme, peut-être une taille 37. Je fais du 40. J'ai éclairé la fente entre le siège et la console centrale. C'est là que les objets tombent toujours, de la monnaie, des frites, des secrets. Quelque chose a brillé. J'ai glissé ma main, mes doigts fouillant le rembourrage. J'ai senti quelque chose de froid et de pointu. Je l'ai sorti. C'était une boucle d'oreille. Une perle pendante avec une monture en or torsadée très distinctive. Mon souffle s'est coupé. Je ne l'ai pas seulement reconnue, je l'avais achetée l'année dernière pour le 49e anniversaire de Linda. J'étais allé chez un bijoutier créateur. Je voulais lui offrir quelque chose de spécial. À ma sœur d'une autre mère, disait la carte. Je me souvenais de Linda les mettant, poussant des cris de joie, me serrant dans ses bras. Je ne les enlèverai jamais, avait-elle promis. Eh bien, l'une d'elles était tombée dans le camion de mon mari. Je suis resté assise sur le siège passager, la pluie tambourinant sur le toit comme des coups de feu. La boucle d'oreille pesait lourd dans ma paume. C'était le dernier clou dans le cercueil. Il n'y avait plus de, peut-être. Plus de coïncidences. Gary ne se contentait pas de me tromper, il me trompait avec la seule personne en qui j'avais confiance. La seule personne qui connaissait tous mes secrets, toutes mes insécurités. Ils étaient probablement en train de rire de moi en ce moment même, discutant de mon côté, contrôlant, tout en dépensant mon argent et en portant mes cadeaux. J'ai serré la boucle d'oreille à m'en faire mal. J'aurais pu monter tout de suite. J'aurais pu lui jeter la boucle d'oreille à la figure. J'aurais pu hurler jusqu'à ce que les vitres éclatent. Mais je me suis souvenu de la provision pour l'avocat sur le relevé bancaire. Je me suis souvenu des conseils lus en ligne sur les divorces conflictuels. Si je l'affrontais maintenant, il nierait. Il cacherait les avoirs. Il préviendrait Linda. Il ferait front commun. Non, je devais être plus maligne. Je devais être plus froide. J'ai mis la boucle d'oreille dans ma poche. J'ai essuyé la boue sur le tapis de sol avec un mouchoir pour effacer mes traces. J'ai refermé la porte du camion doucement. Je suis rentré dans la maison, dégoulinante. Gary descendait les escaliers, séché, portant un t-shirt propre. « Qu'est-ce que tu faisais dehors » a-t-il demandé, méfiant. Je vérifiais les gouttières, ai-je menti avec assurance. Je pensais qu'elle débordait. « Tu es obsédé par l'entretien de cette maison » a-t-il dit en levant les yeux au ciel. « Il est tout monté ?»« J'arrive » ai-je dit. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé son thé. Je l'ai regardé le boire. Je l'ai regardé envoyer des SMS sur son téléphone, un petit sourire aux lèvres. « Profite, Gary » ai-je pensé. Profite du thé. Profite des messages secrets. Profite de l'illusion que c'est toi qui contrôles. Parce que je viens de trouver l'arme du crime, et je m'apprête à t'enterrer avec. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à planifier. J'avais besoin d'une aide professionnelle. Je ne pouvais pas faire ça seul. J'avais besoin d'un requin. Le lendemain matin, je n'ai pas été au bureau. J'ai conduit jusqu'à la ville vers un immeuble qui semblait fait de pierres grises et d'intimidation. C'était le cabinet d'Arthur Henderson. Oui, le même Henderson à qui Gary avait payé une provision. Mais voici le truc avec Gary, il est paresseux. Il avait payé la provision en ligne pour « réserver » l'avocat, mais il n'avait pas encore signé les documents sur les conflits d'intérêts. Il n'avait pas établi le secret professionnel. J'ai vérifié avec le cabinet dès l'ouverture. Gary n'était qu'un nom dans leur système de facturation, pas encore un client officiel. Alors, je suis entré. Je dois voir Monsieur Henderson, ai-je dit à la réceptionniste. Je suis Brenda, celle dont la carte de crédit a payé une provision. 10 minutes plus tard,
j'étais assise en face d'Arthur Henderson. C'était un homme d'un certain âge, cheveux argentés, des yeux de faucon. Il a regardé le relevé bancaire que j'ai fait glisser sur son bureau. « Votre mari nous a payé avec vos fonds joints », a dit Henderson, la voix grave. « Mais il n'est pas encore venu pour une consultation. »« Exactement, ai-je dit. Ce qui signifie que vous ne le représentez pas encore. Mais moi, je veux vous engager. Et comme c'est moi qui ai réellement payé et que je suis ici. » Henderson a souri. Un sourire de requin. « J'aime votre style, Brenda. Techniquement, tant que les lettres d'engagement ne sont pas signées, il n'est qu'une demande prospective. Si vous signez avec moi maintenant, je suis en situation de conflit d'intérêts et je ne peux plus le représenter. Je ne peux pas représenter les deux parties. Où dois-je signer, ai-je demandé. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie. Henderson a tout écouté, les retraits d'espèces, les dépenses de cartes cachées, la boucle d'oreille. C'est une dissipation des biens matrimoniaux, a expliqué Henderson. Dans l'Illinois, si un conjoint dépense des fonds communs pour une liaison ou à des fins étrangères au mariage alors que celui-ci subit une rupture irrémédiable, il doit les rembourser. Nous pouvons déduire chaque dîner au restaurant, chaque chambre d'hôtel et chaque dollar dépensé pour sa petite amie de sa part lors du partage final. Je veux qu'il quitte la maison, ai-je dit. Mais il ne partira pas. Il nous faut un motif, a dit Henderson. Est-il violent? Il est verbalement abusif. Il casse des objets. Il hurle. Il fait du gaslighting. Enregistrez-le, a dit Henderson. L'Illinois est un État où le consentement des deux parties est requis pour l'audio, alors soyez prudente. Mais la vidéo dans les parties communes de votre propre maison pour des raisons de sécurité, c'est différent. Installez des caméras. Filmez ses éclats de voix. S'il vous menace. Nous déposons une demande d'ordonnance de protection d'urgence qui le fait expulser immédiatement par le shérif. C'est fait, ai-je répondu. De plus, Henderson s'est penché vers moi, vous avez besoin d'un détective privé. Vous connaissez l'existence de la liaison, mais vous avez besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Pas juste une boucle d'oreille, des photos, des dates. Des heures. Si nous pouvons prouver qu'il cohabite avec elle ou qu'il prévoit d'utiliser votre argent pour acheter un bien immobilier avec elle, nous l'écrasons au tribunal. Il a fait glisser une carte de visite. Hank Miller, enquête privée. Hank est cher, a prévenu Henderson. Mais il ne rate jamais sa cible. Je suis sorti du cabinet et j'ai appelé Hank immédiatement. Nous nous sommes retrouvés dans un snack au bord de l'autoroute. Hank ressemblait exactement à un détective de série télé, veste en cuir usé, yeux fatigués, buvant du café noir. Marie, a demandé Hank avant même que je m'assoie. Marie est meilleure amie, ai-je corrigé. Hank a levé un sourcil. Aïe. Le double est gagnant. Donnez-moi les détails. Je lui ai tout donné, la plaque de Gary, l'adresse de Linda, les heures où Gary disparaissait d'habitude. Je dois savoir ce qu'il prépare, ai-je dit. Ce n'est pas seulement du sexe. Il dépense de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vais mettre un traceur sur sa voiture, a dit Hank. C'est légal tant que votre nom est sur la carte grise. Il y est, ai-je dit. C'est moi qui ai payé le camion. Alors on est bon. Donnez-moi 3 jours. Je vous ferai un dossier. En rentrant, j'ai ressenti une sensation étrange. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas peur. Je n'étais pas confuse. J'avais une équipe. J'avais un avocat qui connaissait la loi mieux que Gary ne connaissait les marques de bière. J'avais un détective capable de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et j'avais quelque chose que Gary n'avait pas, l'effet de surprise. Je me suis arrêté dans un magasin d'électronique sur le chemin. J'ai acheté 3 caméras espionnes déguisées en chargeur USB et en détecteur de fumée. Je suis rentré avant Gary. J'ai installé les caméras dans la cuisine, le salon et le couloir. Je les ai synchronisées avec une application cachée sur mon téléphone. Quand Gary est rentré ce soir-là, jetant ses chaussures et hurlant que la maison était trop chaude, je l'ai regardé sur mon écran de téléphone depuis la buanderie. Souris, Gary, ai-je pensé. Tu es filmé. 3 jours plus tard, Hank m'a appelé. Retrouvez-moi au snack. Vous allez vouloir voir ça assise.
Mon estomac s'est noué. Connaître la vérité est une chose, l'avoir imprimée sur papier glacé en est une autre. Je me suis installé dans le box face à Hank. Il n'a pas perdu de temps. Il a poussé une enveloppe Kraft sur la table collante. C'est pire que ce que vous pensiez, a dit Hank doucement. J'ai ouvert l'enveloppe. La première photo était du classique, Gary et Linda entrant dans un motel en périphérie de la ville. La main de Gary était dans le bas de son dos. Linda riait à gorge déployée. Ils avaient l'air heureux. Ça a fait mal. Ils ressemblaient à un couple amoureux, pas à deux personnes détruisant une famille. Continuez, a dit Hank. Les photos suivantes avaient été prises hier. Ils n'étaient pas dans un motel. Ils étaient dans un complexe de condos de luxe au centre-ville, les Lakeside Towers. Ils ont passé 2 heures là-dedans avec une agente immobilière, a raconté Hank. J'ai vérifié l'agente. Elle est dans le haut du panier. Elle vend des appartements à partir de 500 000 $. Il y avait une photo d'eux sur un balcon, regardant la ville. Gary pointait quelque chose du doigt, tel un roi contemplant son royaume. Linda s'appuyait sur son épaule. Et voici le clou du spectacle. Hank a tapoté la dernière photo. C'est un zoom à travers la vitre d'un café où ils sont allés après. Ils avaient des papiers étalés sur la table. J'ai un téléobjectif, a expliqué Hank. J'ai pu photographier le document. J'ai plissé les yeux pour lire l'image granuleuse. C'était une demande de financement, et juste là, sous la rubrique « Actifs », il y avait une liste. Brenda S. Reno & Design, part de 50%. Valeur nette de la maison conjugale, 600 000 $. Fonds de retraite joint. Il liste mon entreprise comme garantie, ai-je chuchoté, la main tremblante. Il pense qu'il en possède déjà la moitié. Il vend la peau de l'ours, a acquiescé Hank. Mais regardez le co-emprunteur. J'ai regardé. Linda Miller. Elle met son nom sur la demande de prêt avec lui, a dit Hank. Ils ne font pas que coucher ensemble, Brenda. Ils sont en train de bâtir un portefeuille financier basé sur votre règlement de divorce avant même que vous n'ayez déposé plainte. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, ai-je demandé. Pas légalement, a dit Hank. Il fait une fausse déclaration sur ses actifs. Il ne peut pas engager la moitié de votre entreprise tant qu'un juge ne la lui a pas attribuée, ce qui n'est pas arrivé. C'est de la fraude, techniquement de la fraude bancaire s'il signe ça. J'ai fixé les photos. La trahison allait bien plus loin que le sexe. C'était du vol. Linda ne se contentait pas de voler mon mari, elle l'aidait à dépecer le travail de toute ma vie comme une dinde de Thanksgiving. Il planifiait leur avenir dans un pantouse payé par ma sueur et mes larmes. Il y a une dernière chose, a dit Hank avec hésitation. J'ai de l'audio. J'ai utilisé un micro parabolique quand ils étaient sur le balcon. Lance-le, ai-je dit. Hank m'a mis une oreillette. J'ai entendu le vent, puis la voix de Gary. Clair comme le jour. Ne t'inquiète pas, bébé. La vieille sorcière n'y voit que du feu. Elle est tellement désespérée de me garder. Elle me prépare des rôtis et achète des billets. Je vais la faire marcher jusqu'à ce que le chèque de bonus soit encaissé sur son compte pro le mois prochain. Ensuite, je dépose la plainte. On prend le liquide. On prend le pactole. Et elle travaillera jusqu'à 80 ans pour me payer ma pension alimentaire. Puis la voix de Linda, Dieu, tu es brillant. J'ai tellement hâte de quitter mon taudis. Elle est tellement ennuyeuse, Gary. Tu mérites ça. On mérite ça. La vieille sorcière, ai-je répété en retirant l'oreillette. J'ai senti un calme glacial m'envahir. Il a remplacé la blessure. Il a remplacé la colère. C'était de la haine pure et distillée. Ça va, a demandé Hank. Mieux que bien, ai-je répondu en remettant les photos dans l'enveloppe. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est quoi le plan, a demandé Hank. Il veut attendre le chèque de bonus? Je me suis levé. Il veut jouer à celui qui me prend pour une imbécile. Très bien. Je vais le laisser croire qu'il gagne. Je vais le laisser marcher droit vers le précipice qu'il vient de construire. J'ai payé Hank en espèces. Je suis rentré chez moi avec l'enveloppe sur le siège passager. Je regardais la route, mais tout ce que je voyais, c'était le visage de Gary sur cette photo, contemplant le condo qu'il pensait acheter avec mon argent. Tu veux un spectacle, Gary?
ai-je pensé. Je vais te donner la performance de ta vie. Je suis entré dans la maison. Gary était sur le canapé. Salut, a-t-il grogné. Salut chérie, ai-je dit, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je réfléchissais, peut-être que tu as raison. J'ai été trop contrôlante avec l'argent. On devrait peut-être discuter de te donner plus d'accès pour tes investissements. Gary s'est redressé, ses yeux brillants d'avidité. Vraiment? Vraiment, ai-je menti. On en discutera au dîner. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'il marche dedans. Le plus dur dans une guerre, ce n'est pas le combat, c'est l'attente. C'est être assise à table en face de l'ennemi, lui passer le sel et lui demander comment s'est passée sa journée tout en sachant qu'il complote votre destruction. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis devenue une actrice digne d'un Oscar. Ma scène était ma cuisine. Mon public était un mari infidèle qui se croyait génie. Après avoir trouvé l'enregistrement de Gary et Linda complotant pour vivre de ma pension alimentaire, quelque chose en moi a basculé. La douleur était partie. La confusion aussi. Il ne restait qu'une précision froide et calculatrice. Je regardais Gary et je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé pendant 25 ans. Je voyais un parasite et on ne négocie pas avec les parasites, on les extermine. J'ai commencé la campagne de ramollissement un mardi. Je suis rentré avec une bouteille de scotch hors de prix, le genre que Gary adorait, mais que je refusais d'acheter d'habitude car elle coûtait le prix d'une mensualité de voiture. C'est quoi ça? A demandé Gary, lorgnant la bouteille avec gourmandise. Il était affalé sur le canapé, envoyant des SMS. Probablement à Linda. Une offre de paix, ai-je dit en la posant. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, Gary. Sur le fait que tu te sens étouffé, sur moi qui contrôle tout. Il s'est redressé, posant son téléphone. Et je pense que tu as raison, ai-je menti. Les mots avaient un goût de cendre, mais j'ai forcé un sourire. J'ai été tellement concentré sur l'entreprise, sur notre retraite, que j'ai oublié de te laisser diriger. Je sais que tu as de grands projets, Gary. Je sais que tu as une vision. Son torse s'est bombé. C'était pathétique de voir à quel point il était facile à manipuler. Il suffisait de flatter son ego. Eh bien, ça fait des années que je le dis, Brenda. J'ai beaucoup d'affaires potentielles en cours. L'immobilier reprend du poil de la bête. Exactement, ai-je dit. Et tu as besoin de capital pour conclure ces affaires. Tu ne peux pas me demander la permission à chaque fois que tu veux inviter un client à dîner ou verser un acompte. J'ai fouillé dans mon sac et sorti une élégante enveloppe noire. J'ai parlé à la banque. J'ai autorisé une carte secondaire sur ma ligne de crédit professionnelle principale. Elle a un plafond de 50 000 $. C'est pour tes opportunités d'investissement. Je lui ai tendu la carte. Gary a regardé la carte comme si c'était le Saint Graal. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne voyait pas une carte de crédit, il voyait la compte du condo. Il voyait des week-ends avec Linda. Il voyait la liberté de me quitter. Brenda, c'est un grand pas, a-t-il dit, essayant d'avoir l'air solennel, mais un rictus d'autosatisfaction pointait au coin de sa bouche. J'apprécie que tu me fasses enfin confiance. Je te fais confiance, ai-je dit. Je te fais confiance pour te pendre avec la corde que je viens de te donner. Mais Gary, il y a une condition. C'est un nouveau compte, donc la protection contre la fraude est élevée. Si tu fais un gros achat, disons plus de quelques milliers de $, préviens-moi pour que je puisse valider sur l'appli bancaire. Sinon, elle risque d'être refusée. Bien sûr, bien sûr. Il a balayé l'air de la main. Je ne vais pas faire de folie. Juste des frais professionnels. C'est ça. Professionnel, ai-je acquiescé. Cette nuit-là, je l'ai entendu dans le garage passer un appel. J'ai vérifié le flux audio de la caméra cachée près de l'établi. Bébé, tu ne vas pas le croire, a chuchoté Gary. La vieille vache vient de me filer une ligne de crédit de 50 briques. Elle m'a littéralement donné l'argent pour la quitter. On pourra verser la compte pour la Lakeside Tower la semaine prochaine. Ouais, je sais. Elle est complètement larguée. C'est presque trop facile. Je l'ai regardé sur mon écran, faisant les 100 pas dans le garage, grisé par sa propre arrogance. Il pensait m'avoir eu.
Il se croyait le prédateur. Il ne savait pas que cette carte était l'appât et qu'il venait de gober l'hameçon. J'ai maintenu la comédie pendant encore 10 jours. J'ai cuisiné ses plats préférés. J'ai arrêté de demander où il allait le soir. Quand il rentrait sentant le parfum de lilas, je ne bronchais pas. Je lui demandais simplement s'il avait conclu l'affaire. Presque, disait-il avec un clin d'œil. Presque conclu. Chaque fois qu'il me souriait avec cet air supérieur et secret, j'ajoutais mentalement un 0 supplémentaire à la somme que j'allais lui arracher lors du divorce. C'était épuisant. Faire semblant d'être un paillasson quand on est en réalité celle qui va claquer la porte demande beaucoup d'énergie. Mais j'avais mes séances avec Henderson, mon avocat, pour garder la raison. Nous construisions une forteresse de preuves, chaque SMS envoyé à Linda, chaque dollar dépensé sur cette nouvelle carte, que je suivais en temps réel, chaque mensonge raconté, tout allait dans le dossier étiqueté « Dissipation des actifs ». Gary pensait préparer une attaque surprise. Il ne réalisait pas qu'il menait ses troupes directement dans une embuscade. Encore quelques jours, ai-je dit à mon reflet dans le miroir un matin. Tiens bon, Brenda. Le final va être spectaculaire. Pendant que Gary s'occupait de faire du lèche-vitrine virtuel pour meubler son nid d'amour avec Linda, j'exécutais une manœuvre financière qui aurait fait la fierté de Wall Street. La clé d'un divorce aux enjeux n'est pas seulement de savoir qui garde la maison, c'est une question de liquidité. Le cash est roi. Et pour l'instant, Gary avait accès à notre compte joint, qui contenait environ 80 000 $, notre fonds d'urgence et notre fonds de roulement. S'il demandait le divorce en premier, un juge gèlerait ses avoirs. Ou pire, Gary viderait le compte avant de déposer sa demande, prétendant que c'était pour des dettes communes ou des frais de subsistance, et je devrais me battre pendant des années pour récupérer cet argent. Je n'allais pas laisser faire ça. J'ai rencontré Steve, mon comptable, et Henderson tôt un lundi matin. La fiducie, Trust, ai-je dit. Est-elle prête? Le Brenda Miller Family Trust est établi. Henderson a hoché la tête. C'est une fiducie irrévocable créée au bénéfice des études et de l'avenir de votre nièce. Planification successorale parfaitement légale. Vous en êtes la fiduciaire. Bien, ai-je dit. Transfère 75 000 $ du compte joint vers la fiducie aujourd'hui même. Steve avait l'air nerveux. Brenda, ça laisse 5 000 $ sur le compte joint. Gary va s'en apercevoir. C'est le but, ai-je répondu. Je veux que l'argent soit hors de sa portée. S'il demande, je lui dirai que j'ai placé ça sur des obligations à haut rendement pour des raisons fiscales. Il ne comprend rien aux impôts. Il me croira. Et la carte de crédit que vous lui avez donnée, a demandé Henderson. Celle avec le plafond de 50 000 $? J'ai souri. C'est la meilleure partie. C'est un sous-compte de ma ligne pro. J'ai les privilèges d'administrateur. Je peux baisser le plafond ou suspendre la carte instantanément depuis mon téléphone. Donc, vous lui avez donné une carte qui fonctionne jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. Henderson a gloussé. Brutal. Nécessaire, ai-je corrigé. Il a prévu d'utiliser cette carte pour verser la compte du condo. La signature est prévue ce vendredi. J'ai vu l'invitation sur son iPad. Vendredi, a songé Henderson. C'est dans 3 jours. Exactement. J'ai besoin que vous prépariez l'ordonnance de protection d'urgence pour la déposer vendredi matin, ai-je dit. J'ai les vidéos de son éclat de la semaine dernière, celui où il a jeté le vase et menacé de brûler la maison si je n'arrêtais pas de poser des questions. Est-ce suffisant? Henderson a revu le dossier. Avec l'audio où il complote pour vous escroquer et la vidéo de la menace de violence? Dans le comté de Cook, oui. C'est suffisant pour une ordonnance ex parte. Cela signifie que nous allons devant le juge sans que Gary soit présent. Le juge l'accorde sur la base de la menace immédiate. Le shérif lui signifie l'ordre et il a 10 minutes pour prendre sa brosse à dents et quitter les lieux. Parfait, ai-je dit. J'ai quitté le bureau et vérifié mon application bancaire. Le transfert était fait. Le compte joint, que Gary considérait comme sa tirelire personnelle pour sa nouvelle vie, n'était plus qu'un squelette. L'argent était en sécurité dans la fiducie, intouchable. Quand je suis rentré, Gary était de bonne humeur. Trop bonne humeur. Il fredonnait dans la cuisine en se faisant un sandwich. Salut chérie. Tu as vu le marché aujourd'hui? Plus 50 points.
Je n'ai pas remarqué, ai-je dit en posant mes clés. Gary, j'ai déplacé des fonds aujourd'hui. Juste des trucs fiscaux. Le compte joint va paraître bas, mais ne t'inquiète pas, c'est investi. Il s'est arrêté, une lueur de panique dans les yeux. Déplacé? Déplacé où? Combien? La majeure partie, ai-je dit nonchalamment en ouvrant le frigo. Steve a dit qu'on devait compenser les gains en capital de l'entreprise. C'est bloqué pour 6 mois. Mais tu as la carte de crédit que je t'ai donnée, non? Donc on est bon pour les dépenses courantes. Le soulagement a balayé son visage. Il a littéralement expiré. Oh, d'accord. Ouais, la carte de crédit. C'est bon. Bonne idée, bébé. Investir, c'est malin. Il ne se souciait pas de l'argent liquide parce qu'il pensait avoir le plastique magique. Il pensait que la carte était son ticket d'or. Il ne réalisait pas que je venais de sectionner son artère principale et que je lui avais tendu un garrot que je pouvais serrer à volonté. Au fait, a-t-il dit en croquant dans son sandwich. Les gars organisent un truc vendredi après-midi au bar. On fête l'anniversaire de Mike. Je rentrerai peut-être tard. Vendredi, ai-je répété. Bien sûr, amuse-toi bien. Je savais que ce n'était pas l'anniversaire de Mike. Vendredi était la date de signature pour le condo. Vendredi était le jour où il prévoyait de signer les papiers, de passer ma carte pour le dépôt, et de me faire signifier les papiers du divorce pendant le week-end. Je vais m'amuser, a-t-il souri. Ça va être une grande journée. Oui, ai-je acquiescé, regardant le bloc de couteau sur le comptoir. Ce sera certainement le cas. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il planifiait une célébration, je planifiais une expulsion. 2 jours avant la fin, nous avons eu une dernière représentation publique. Nos voisins, les Johnson, organisent chaque année un barbecue pour lancer l'été. C'est une institution dans le quartier, burgers, bière bon marché, enfants courant sous les arroseurs et ragots circulant plus vite que les moustiques. D'habitude, Gary évitait d'y aller, prétendant qu'il avait du travail. Mais cette année, il a insisté. On devrait y faire une apparition, a-t-il dit, ajustant son polo devant le miroir. Pour avoir l'air du couple heureux. Garder les apparences, tu vois. Il voulait des témoins. Il voulait que les gens nous voient agir normalement pour que, lorsqu'il me prendrait de court, il puisse dire à tout le monde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a juste pété les plombs. Nous y sommes allés vers 14 heures. La fête battait son plein, et debout près de la glacière avec un spritzer au vin blanc, il y avait Linda. Bien sûr qu'elle était là. Elle habitait 3 rues plus loin, mais elle était de tous nos barbecues. Elle portait une robe d'été un peu trop courte et un peu trop serrée pour un barbecue familial. Brenda. Gary, a-t-elle crié d'une voix perçante en nous faisant signe. Nous nous sommes approchés. Gary a immédiatement pris une bière et s'est tenu un peu trop près d'elle. Salut Linda, ai-je dit, mettant mes lunettes de soleil pour cacher le dégoût dans mes yeux. Sacré succès cette année, a dit Gary en regardant autour de lui. Il parlait fort, projetant sa voix. Mec, ça fait du bien de décompresser. Brenda ici présente m'a fait trimer jusqu'à l'os, pas vrai chérie? Il a passé un bras lourd autour de mon épaule. C'était comme un joug. On travaille tous dur, Gary, ai-je dit sèchement. Oh, allez, a-t-il ri en me bousculant. C'est un vrai garde-chiourme. Tu sais Linda, je lui dis tout le temps qu'elle doit prendre sa retraite. Regarde-la. Elle est stressée. Ses rides se creusent de jour en jour. Le petit groupe de voisins autour de nous s'est tu. C'était une blague gênante et méchante. Linda a gloussé. Oh, arrête Gary. Brenda a l'air distinguée. Et puis, à notre âge, on ne peut pas tout avoir l'air d'avoir 25 ans, a-t-elle ajouté en lissant sa robe, sous-entendant clairement quelle était l'exception. Parle pour toi, a dit Gary avec un clin d'œil à Linda. Moi, je me sens comme à 25 ans. Je sens un second souffle arriver. De grands changements à l'horizon. Il a levé sa bière pour porter un toast à personne en particulier. Au nouveau chapitre et au surclassement. Les voisins ont échangé des regards mal à l'aise. Ils le sentaient, le manque de respect, l'énergie bizarre entre Gary et Linda. Je suis resté là, sentant la chaleur du soleil et celle de ma propre rage. Ils se moquaient de moi en public.
Il portait pratiquement un toast à sa liaison sous mon nez. J'ai décidé de tâter le terrain. Surclassement, ai-je demandé, d'une voix froide. Tu prévois d'acheter une nouvelle voiture, Gary? Avec quel argent? L'atmosphère est devenue glaciale. Le sourire de Gary a vacillé. Ses yeux se sont rétrécis. J'ai des ressources, Brenda. Tu ne sais pas tout. J'en sais assez, ai-je dit de façon énigmatique. Linda est intervenue, sentant la tension. Alors Brenda, j'ai entendu dire que tu rénovais la cuisine de la maison du lac. Tu as choisi du granit ou du quartz? Je me suis tourné vers elle. Je n'ai pas encore décidé. Je pense tout raser. Parfois, les fondations sont pourries, Linda. Et quand les fondations sont pourries, on ne change pas juste les comptoirs. On passe le bulldozer sur toute la structure et on déblaye les ordures. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Pendant une seconde, le masque est tombé. Linda avait l'air terrifiée. Elle a vu quelque chose sur mon visage, pas l'ami facile à manipuler, mais la femme d'affaires qui négocie des contrats avec des syndicats de la sidérurgie. Eh bien, a-t-elle bafouillé? Ça a l'air radical. C'est nécessaire, ai-je conclu. Excusez-moi. J'ai besoin d'une autre boisson. Celle-ci a un goût amer. Je les ai laissés là. En circulant dans la foule, j'entendais des bribes de chuchotement. Tu as vu comment il a regardé Linda? Pourquoi il traite Brenda comme ça? Il est bourré et elle a l'air d'en avoir ras le bol. Je suis allé dans la salle de bain des Johnson pour m'asperger le visage d'eau. Je me suis regardé dans le miroir. Gary avait raison sur un point, j'avais l'air fatigué. Mais ce n'était pas la fatigue de l'âge, c'était l'épuisement de porter un poids mort. 2 jours, ai-je murmuré à mon reflet. Juste 2 jours de plus. Quand je suis ressorti, Gary et Linda étaient dans un coin, discutant intensément à voix basse. Gary avait l'air agité. Linda semblait essayer de le calmer. Ils ressemblaient à des conspirateurs dont le plan venait de rencontrer un obstacle. Tant mieux. Laisse-les transpirer. Nous sommes rentrés en silence. Gary s'est écroulé sur le canapé à 18 heures. Je suis allé dans son bureau, une pièce qu'il utilisait rarement pour travailler, et j'ai pris son iPad. Il était déverrouillé. J'ai ouvert ses mails. Il y avait une confirmation de l'agente immobilière, vendredi, 14 heures. Signature Lakeside Towers. Apporter le chèque de caution ou l'autorisation de carte de crédit pour 45 000 $. J'ai aussi vu un brouillon de mail destiné au cabinet d'Henderson. Objet, demande de divorce. Corps du texte, je veux qu'on lui signifie lundi. Assurez-vous que les papiers sont prêts. Je veux la garde exclusive du chien, juste pour l'émerder. Il voulait le chien. Mon Golden Retriever, Buster. Le chien que je promenais chaque matin. Le chien que Gary virait de la chambre parce qu'il perdait ses poils. C'était la goutte d'eau. Il pouvait prendre l'argent. Il pouvait prendre ma fierté. Mais menacer de me prendre mon chien juste pour me faire du mal? C'était une déclaration de guerre nucléaire. J'ai supprimé le brouillon pour qu'il ne sache pas que je l'avais vu. Puis je suis monté, j'ai préparé un petit sac pour Buster et je l'ai mis dans le coffre de ma voiture. Ne t'inquiète pas, mon vieux, ai-je chuchoté en grattant les oreilles de Buster. Papa part faire un long voyage, et il ne reviendra pas. Le vendredi matin est arrivé avec un ciel couleur de bleuet. C'était humide, l'air était lourd, menaçant d'un orage qui ne voulait pas éclater. Je me suis réveillé à 5 heures. Je n'avais pas dormi. J'étais allongé dans le lit à écouter Gary ronfler, mémorisant le son pour mieux savourer le silence futur. Plus tard, je me suis habillé avec mon meilleur tailleur, mon armure pour conclure des affaires. Bleu marine, lignes acérées, talons tueurs. Gary s'est réveillé vers 8 heures. Il était nerveux. Il a mis du parfum. Trop. Il portait sa montre, porte-bonheur. Grosse journée sur le chantier, a-t-il demandé en lorgnant mon tailleur. Énorme, ai-je dit. J'ai beaucoup de fil à couper. Moi aussi, a-t-il souri, un sourire nerveux et saccadé. Je rejoins Mike et les gars au bar vers midi. Je rentrerai peut-être tard. N'oublie pas ton portefeuille, ai-je dit. Je l'ai là. Il a tapoté sa poche où reposait la carte de crédit noire, le piège. À plus tard, Brenda.
Il ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir. Il a juste pris ses clés et est sorti. Il sifflotait en marchant vers son camion. Il pensait marcher vers la liberté. Dès que ses feux arrière ont disparu au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone. Exécution, ai-je écrit à Henderson. Puis j'ai appelé le serrurier. Vous pouvez venir maintenant. Il est parti. Puis j'ai appelé la société de sécurité. Je dois changer mes codes d'alarme immédiatement, et supprimer l'utilisateur numéro 2 du système. Pendant les 3 heures suivantes, ma maison fut une ruche d'activité. Le serrurier, un gars costaud nommé Tony qui travaillait pour ma boîte depuis des années, a percé les verrous. « Ça va, Brenda ?» a-t-il demandé alors que les copeaux de métal tombaient sur le perron. « Jamais mieux, Tony », ai-je répondu. Installer les modèles haute sécurité, avec les gâches renforcées. À l'intérieur, je faisais les cartons pas les miens, les siens. Je n'ai pas fait ça proprement. Je n'ai pas plié ses chemises. J'ai pris des sacs poubelles de chantier ultra résistants. J'ai balayé ses vêtements du placard directement dans les sacs, cintres compris. Ses chaussures, ses produits de toilette, sa collection de magazines de golf. Tout est allé dans les sacs. J'ai traîné les sacs, 6 au total, sur le trottoir. On aurait dit un jour de ramassage des ordures, mais ce n'était pas le cas. C'était le jour des ordures au sens spirituel. À 11h30, Henderson a appelé. Le juge a signé l'ordonnance, a-t-il dit. Sa voix était nette. Ordonnance de protection d'urgence accordée sur la base des menaces d'incendie criminel et de violence captées sur vos vidéos. Le shérif a les papiers. Ils sont en attente. S'il se présente, il peut être arrêté s'il tente d'entrer. Merci Arthur, ai-je dit. Aussi, a ajouté Henderson, nous avons déposé la demande de divorce simultanément. On lui signifiera les deux en même temps s'il vient à la maison, ou on peut le faire au bar. Laisse-le venir à la maison, ai-je dit. Je veux qu'il voie les serrures. À midi pile, j'ai reçu une notification de l'appli bancaire. Alerte de transaction, $200 à l'O'Malley's Pub. Statut, approuvé. Il payait une tournée à ses potes. Du courage liquide avant la grande signature. J'ai laissé passer. Qu'il s'offre un dernier verre à mes frais. À 13h45, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert le portail administrateur de la banque sur mon ordinateur. J'ai affiché le sous-compte de la carte finissant par 4598, celle dans la poche de Gary. J'ai placé ma souris sur le bouton « Suspendre le compte signalé perdu ou volé ». J'ai attendu. Mon téléphone a sonné à 13h55. C'était l'appel vidéo. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Celui que je répétais sous la douche, dans la voiture, dans mes rêves depuis des semaines. J'ai répondu. L'écran s'est rempli du chaos du bar. Le visage rouge de Gary. Le rictus de Linda. Le rire de ses amis perdants. Je finalise le divorce, bébé, a-t-il hurlé. J'ai écouté son discours. Je l'ai écouté se vanter de prendre la moitié. Je l'ai écouté me licencier de mon rôle d'épouse. Et puis j'ai parlé. Gary, ai-je dit, la voix posée. Avant que tu ne fêtes ça trop fort, et avant de signer quoi que ce soit. Quoi, a-t-il ricané. J'ai juste une question, ai-je dit. Le bruit du bar semblait s'estomper en arrière-plan. Ah ouais? Et c'est quoi, a-t-il raillé. Est-ce que Linda rigole, ai-je demandé plaisamment. Parce que je la vois là. Salut Linda. Linda s'est figée. Ses yeux se sont agrandis. Elle n'avait pas réalisé qu'elle était dans le champ de la caméra. J'imagine qu'elle ne sait pas, ai-je continué, ma voix descendant d'une octave, devenant létale, que tu t'apprêtes à payer la compte de son condo avec ma carte de crédit. Gary a cligné des yeux. C'est ma carte maintenant, Brenda. C'est toi qui me l'as donnée. En fait, ai-je dit, mon doigt survolant le bouton de la souris, je t'ai donné une carte liée à mon entreprise. Et comme c'est moi l'administrateur. J'ai cliqué. Clic. Sur mon écran, une boîte de confirmation est apparue, carte suspendue. Signalé volé. Je viens de l'annuler, ai-je dit. Je l'ai même signalé comme volé. Donc si tu essaies de l'utiliser pour $45 000 dans environ 10 minutes, eh bien, c'est un crime fédéral, Gary.
Fraude à la carte de crédit. Gary est devenu livide si vite qu'on aurait dit un cadavre. Tu n'as pas le droit, a-t-il bafouillé. Je viens de le faire. J'ai souri. Oh, et Gary? Ne te donne pas la peine de rentrer. Les serrures ont été changées. La police a une ordonnance de protection contre toi. Tes fringues sont sur le trottoir. Si tu mets un pied dans mon allée, tu finis en tôle. Je me suis penché vers la caméra. Joyeux anniversaire, mon cœur. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. C'était le genre de silence qui suit l'explosion d'une bombe, juste avant que les cris ne commencent. Pendant 5 bonnes secondes, Gary a fixé l'écran. Sa bouche pendait. Un morceau de bretzel mâché était visible sur sa langue. L'arrogance, la frime, l'énergie de « mal alpha », tout s'est évaporé instantanément, remplacé par une panique pure et dure. Linda a été la première à réagir. Elle a agrippé le bras de Gary. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle veut dire? La carte est annulée? Gary, la signature est dans 20 minutes. On a rendez-vous. Gary a regardé Linda, puis le téléphone, puis Linda. Il ressemblait à un rat piégé dans un labyrinthe en feu. Brenda, a-t-il croassé. Tu plaisantes. Tu ne peux pas faire ça. Cet argent, c'était notre investissement. Mon investissement, ai-je corrigé. Et j'ai décidé de me séparer de mes actifs toxiques, à savoir, toi. Je vais te poursuivre, a-t-il hurlé, essayant de reprendre contenance devant ses potes. Je vais tout te prendre. Je dirai au juge que tu m'as coupé les vivres. Je t'en prie, ai-je dit calmement. Dis-le au juge. Explique-lui comment tu comptais utiliser les fonds matrimoniaux pour acheter un nid d'amour à ta maîtresse. Parle-lui de la fraude. Parle-lui des menaces que tu as faites de brûler ma maison, aux menaces que j'ai filmées, au fait, et que j'ai déjà transmises au tribunal. Filmé, a chuchoté Gary. Chaque pièce, Gary, ai-je dit. J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Je t'ai entendu m'appeler vieille sorcière sur le balcon. Je t'ai entendu comploter pour me ruiner. Linda a eu un hoquet de surprise. Elle a retiré sa main de son bras comme s'il était radioactif. Elle a compris. À cet instant, elle a su que la partie était finie. Elle ne voyait plus un « sugar daddy », mais un homme d'âge mûr fauché avec des poursuites pénales au cul. Gary, a sifflé Linda. Est-ce que la carte marche ou pas? Elle doit marcher, a bafouillé Gary. Il a hélé un serveur qui passait. Je veux payer l'addition. Il a cherché la carte noire. Il l'a jetée sur la table les mains tremblantes. Passez-la. Juste pour les verres. J'ai regardé la scène en haute définition. Le serveur a pris la carte. Il est allé au terminal. Gary retenait son souffle. Linda aussi. Même ses amis bourrés s'étaient arrêtés de rire pour regarder. Le serveur a passé la carte. Il a froncé les sourcils. Il a réessayé. Il est revenu à la table. Monsieur, elle est refusée. La machine indique saisir la carte, volée. Le serveur a repris la carte. Je dois la garder, monsieur. C'est la politique de la banque. Non. Gary a bondi pour la récupérer. Rends-la-moi. C'est une erreur. Elle est folle. Monsieur, ne me touchez pas, le serveur a reculé. Avez-vous un autre moyen de paiement? Gary a tapoté ses poches. Il a regardé Linda. Bébé, tu peux. Tu as ta carte. Le regard que Linda lui a lancé aurait pu geler l'enfer. C'était un regard de pur dégoût. Ma carte, a-t-elle craché. Tu m'avais dit que tu gérais. Tu m'avais dit que tu avais les fonds. Je les ai. Je les aurai, a supplié Gary. C'est juste un bug. Brenda se fout de nous. Je ne me fous pas de vous, Gary, ai-je dit à travers le téléphone, d'une voix nette et claire. Je finalise le divorce, exactement comme tu le voulais. Linda s'est levée. Elle a attrapé son sac. Je m'en vais. Linda, attends, a crié Gary. Le condo. Le rendez-vous. Il n'y a pas de condo, espèce d'idiot, a hurlé Linda. Tu es fauché. Tu es à la rue. Je ne vais pas couler avec toi.
Elle est sortie du champ de la caméra en trombe. Gary l'a regardé partir, le visage décomposé. Il a de nouveau regardé le téléphone. Il m'a regardé. Brenda, a-t-il pleurniché. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. J'ai ri. Un rire sincère. Tu ne m'aimes pas, Gary. Tu aimes mon portefeuille. Et mon portefeuille vient de demander une ordonnance de restriction. J'ai approché mon doigt du bouton rouge. Ne viens pas à la maison, ai-je dit une dernière fois. La police surveille l'allée. J'ai appuyé sur l'écran. La connexion a été coupée. Le chaos, le bruit, le visage pathétique de mon ex-mari, tout a disparu, remplacé par le fond d'écran calme et silencieux de mon téléphone. Je me suis adossé à ma chaise. Mon cœur battait fort, pas de peur, mais d'adrénaline. De la décharge électrique d'avoir repris mon pouvoir. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. Elles étaient stables. Je n'avais pas besoin d'une caméra au bureau de l'agente immobilière pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Le téléphone arabe dans une petite ville est plus rapide que la fibre optique. Et puis, l'agente, Sarah, est une amie d'une amie de mon comptable. J'ai eu le rapport complet plus tard. Apparemment, Gary n'a pas abandonné. Le déni est une drogue puissante. Après que Linda soit sortie du bar furieuse, il l'a rattrapée sur le parking. Il a dû la convaincre que c'était juste un problème technique, un blocage de sécurité à cause du montant important. Il lui a probablement promis qu'il ferait un chèque ou qu'il avait du liquide caché. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à la traîner au rendez-vous chez Lakeside Towers. Imaginez la scène, Gary transpirant, sentant la bière éventée et le désespoir. Linda, le mascara coulant, les bras croisés, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Et Sarah, l'agente impeccable, attendant avec les contrats. On est prêt à signer, a annoncé Gary en frappant la table de la main. Désolé pour la carte. Mon ex-femme joue à des jeux. Mais j'ai les numéros de compte juste ici. Il a essayé de leur donner les coordonnées du compte joint. Celui que j'avais vidé 3 jours plus tôt. Sarah a lancé la vérification. Monsieur Miller, a dit Sarah en faisant glisser ses lunettes sur son nez. Ce compte a un solde de $4 000. Le dépôt requis est de $45 000. Vérifiez encore, a hurlé Gary. Il y a 80 briques dessus. Il y les avait, a dit Sarah froidement, jusqu'à lundi. Il semble que les fonds aient été transférés. Gary est devenu violet. Il a compris à ce moment-là que je n'avais pas seulement coupé la carte, j'avais pratiqué la politique de la terre brûlée. Puis vint le coup de grâce. Le téléphone de Linda a bipé. C'était une notification d'un blog immobilier local, ou peut-être juste un SMS d'un ami qui était au bar. La nouvelle était sortie, Gary Miller est ruiné. Sa femme l'a mis à la porte. Linda s'est levée. Elle n'a pas hurlé cette fois. Elle est devenue glaciale. Tu m'as menti, a-t-elle dit. Bébé, je peux arranger ça, a supplié Gary. Tu ne peux rien arranger, a-t-elle répondu. Tu es un perdant, Gary. Tu l'étais quand je t'ai rencontré, et tu le es toujours. Je ne vais pas bousiller ma réputation pour un homme qui ne peut même pas m'offrir un verre, encore moins un condo. Elle est sortie du bureau. Elle est montée dans sa voiture et a démarré en trombe, le laissant là avec rien d'autre qu'un virement refusé et une sacrée gueule de bois. Chez moi, le soleil se couchait. L'air se rafraîchissait, mais la tension montait. Je savais qu'il allait venir. Il n'avait nulle part ailleurs où aller. Je me tenais près de la fenêtre, derrière le rideau. Mon téléphone a vibré, alerte du système de sécurité. Mouvement détecté, allez. Un taxi s'est arrêté. Gary n'avait même plus son camion, il devait être trop ivre pour conduire. Ou alors Linda était partie avec les clés par pur dépit. Il a titubé hors du taxi. Il a regardé la maison, sa maison, ma maison. Il a vu les sacs, 6 sacs poubelles noirs alignés sur le trottoir comme des soldats. Il les a fixés. Il en a frappé un du pied. Une chaussure de golf en est sortie. Il a regardé la porte d'entrée. Il a gravi les marches. Son visage était tordu par la rage. Il a enfoncé sa clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Il l'a secouée. Il a poussé. Il a donné un coup d'épaule contre le bois.
Le nouveau verrou renforcé n'a pas bougé. Brenda, a-t-il hurlé. Ouvre cette foutue porte. J'habite ici. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Il a attrapé une chaise du perron et l'a levée, comme s'il allait briser la fenêtre. C'est là que j'ai appuyé sur le bouton de mon téléphone. 911, quelle est votre urgence? Mon mari dont je suis séparé tente de s'introduire chez moi, ai-je dit clairement. J'ai une ordonnance de protection d'urgence active contre lui. Il est violent et détruit actuellement le mobilier sur mon perron. Des officiers sont déjà en route, madame, a dit l'opératrice. Nous avons reçu des appels de vos voisins. J'ai regardé de l'autre côté de la rue. Les Johnson étaient sur leur perron. Madame Higgins d'à côté regardait à travers ses stores. Tout le quartier regardait le roi du château faire une crise de nerfs sur sa pelouse. Gary a jeté la chaise. Elle a rebondi sur les briques. Il est tombé à genoux, en sanglotant. Ce n'était pas un sanglot de tristesse. C'était le cri colérique et narcissique d'un bambin à qui on vient de dire « non » pour la première fois de sa vie. Des gyrophares bleus ont clignoté au bout de la rue. J'ai pris une gorgée de thé. Earl Grey, bien chaud, comme je l'aime. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées et 4 adjoints en sont sortis. Ce n'était pas une visite de courtoisie, c'était une intervention. Gary était toujours sur le perron, frappant la porte de ses poings. « Laissez-moi entrer. C'est ma maison. Vous n'avez pas le droit de me voler ma maison. » Monsieur, a crié un adjoint, la main sur son étui. « Éloignez-vous de la porte. Maintenant. » Gary s'est retourné, l'air égaré. Elle a changé les serrures. C'est illégal. J'habite ici. Monsieur, êtes-vous Gary Miller? Oui. C'est moi la victime ici. Monsieur Miller, l'adjoint a remonté l'allée un papier à la main. Nous avons une ordonnance de protection signée par le juge Walters ce matin. Vous devez évacuer les lieux immédiatement et rester à plus de 150 mètres de Brenda Miller. C'est un mensonge, a hurlé Gary. Il a pointé la fenêtre où je me tenais. Il ne pouvait pas me voir, mais il savait que j'étais là. Elle vous manipule. Elle est cinglée. Monsieur, retournez-vous et mettez vos mains dans le dos, a dit l'adjoint, à bout de patience. Pourquoi? Pour trouble à l'ordre public, tentative d'effraction et violation d'une ordonnance judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai regardé les menottes se refermer sur ses poignets. Le déclic métallique fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu, bien meilleur que n'importe quel « je t'aime » qu'il m'avait simulé. Ils l'ont emmené vers l'allée. Il trébuchait, hurlant des insultes. Il est passé devant les sacs poubelles sur le trottoir. « Mes affaires » a-t-il hurlé. Elle a jeté mes costumes Armani. Un officier viendra récupérer vos effets personnels plus tard, a dit l'adjoint en le poussant à l'arrière de la voiture de police. Alors que la voiture s'éloignait, je suis sorti sur le perron. L'air du soir était frais. Le quartier était redevenu silencieux. Les Johnson, en face, m'ont fait un petit signe de la main hésitant. J'ai répondu d'un signe de tête. Je n'avais pas honte, j'étais libéré. Je suis descendu jusqu'au trottoir. J'ai vérifié que les sacs n'étaient pas éventrés. Je voulais qu'il ait ses vêtements. Je voulais qu'il ait exactement ce qui lui appartenait, et rien de plus. Mon téléphone a sonné. C'était Henderson. C'est fait, a-t-il demandé. Il est à l'arrière d'un panier à salade, ai-je répondu. Bien, a dit Henderson. Ça confirme la violation. Il n'est pas prêt de remettre les pieds dans cette maison. Je vais arranger avec son avocat, s'il en trouve un, pour qu'il récupère ses affaires dans un garde-meuble. Ne les laisse pas sur le trottoir, ça fait mauvais effet devant le tribunal. Je les ferai déplacer demain, ai-je dit. Brenda, Henderson a marqué une pause. Vous avez assuré. La plupart des gens craquent. Pas vous. J'ai craqué pendant 25 ans, Arthur, ai-je répondu. C'est fini. Cette nuit-là, la maison me parut immense, mais pas vide. Elle me parut propre. Pour la première fois depuis des années, l'air ne sentait pas sa bière éventée ou son ressentiment. Il sentait le nettoyant au citron et les possibilités. Je me suis endormi au milieu du lit king size. Buster, mon chien, a sauté sur le matelas et s'est mis en boule à mes pieds. Gary détestait le chien sur le lit.
C'est ton lit maintenant, mon vieux, ai-je chuchoté. Le lendemain, les retombées ont commencé. Gary a appelé depuis la prison du comté. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. Brenda, s'il te plaît. J'ai déconné. Je suis désolé. Paie ma caution. Je n'ai plus personne. Linda ne répond pas, maman est en Floride. S'il te plaît, bébé. Je t'aime. Je l'ai écouté une fois. Puis je l'ai sauvegardé. Pas pour le réécouter, mais comme preuve. Preuve de son cycle, abus, rejet, regret, harcèlement affectif. C'est un schéma classique, et j'avais fermé le livre. J'ai appelé une société de garde-meubles. J'ai besoin d'un petit box payé pour un mois. Après ça, si le propriétaire ne paie pas, vous pourrez vendre le contenu aux enchères. J'ai engagé 2 gamins du quartier pour transporter les sacs jusqu'au box. J'ai envoyé le code par SMS sur le téléphone de Gary, tes affaires sont chez Ustorit. Box 4B. Code 1234. Le loyer est payé pour 30 jours. Bonne chance. Puis je l'ai bloqué. La bataille juridique qui a suivi a été moins un combat qu'un démantèlement systématique. Gary a essayé d'engager un avocat, un frimeur vu sur des panneaux publicitaires qui promettaient de défendre les droits des pères. Mais les avocats demandent des provisions. Et Gary n'avait plus d'argent. Ses cartes de crédit étaient au plafond ou annulées. Il n'avait plus accès au fonds joints. Linda l'avait abandonné. Il s'est retrouvé avec un médiateur commis d'office pour les premières audiences. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence 3 semaines plus tard. Gary avait une mine affreuse. Il avait maigri. Il portait un costume froissé, probablement l'un de ceux des sacs poubelles. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Henderson a tout mis sur la table. La demande de remboursement pour dissipation des actifs était notre massue. Monsieur le médiateur, a dit Henderson. Monsieur Miller a dépensé environ 40 000 $ de fonds matrimoniaux pour sa maîtresse, mademoiselle Linda Davis, au cours des 6 derniers mois. Nous avons les reçus pour les hôtels, les bijoux, les restaurants et les voyages. La loi de l'Illinois exige que cette somme soit remboursée à la communauté avant tout partage des biens. Le médiateur a regardé la pile de reçus. Il a regardé Gary. Est-ce vrai, monsieur Miller? Gary a bafouillé. Nous étions séparés dans mon esprit. Le mariage était fini. Le mariage est fini quand le juge dit qu'il est fini, a tranché le médiateur. Jusque-là, cet argent appartenait à la communauté. Vous devez 40 briques à la succession. Puis vint l'évaluation de l'entreprise. Gary voulait la moitié de Brenda S. Reno & Design. J'ai aidé à bâtir cette boîte, a argumenté Gary. Je lui ai donné des conseils. Je l'ai soutenu. Monsieur Miller, a interrompu Henderson. Nous avons vos déclarations d'impôts montrant que vous n'avez fait aucune contribution financière à l'entreprise. Nous avons des attestations sous serment d'employés affirmant que vous n'y avez jamais travaillé un seul jour. Et nous avons des enregistrements audio de vous complotant pour ruiner l'entreprise. Cela constitue une intention de nuire. Aucun juge ne vous accordera des parts dans une société que vous avez activement tenté de détruire. Gary s'est affalé sur sa chaise. Il regardait son ticket de loto se transformer en amende de stationnement. Au final, l'accord fut brutal pour lui. J'ai gardé la maison. J'ai gardé 100% de mon entreprise. J'ai gardé ma retraite et la fiducie. Gary a récupéré son camion, que j'ai fini de payer pour ne pas être responsable du prêt, ses vêtements, et un petit versement en espèces de 20 000 $, ce qui correspondait à sa part de la valeur nette de la maison moins les 40 000 $ gâchés pour Linda et les frais de justice qu'il avait engendrés. 20 000 $. C'est tout ce avec quoi il est reparti après 25 ans. Ça ne couvre même pas un an de loyer dans un appartement correct. Ce n'est pas juste, a pleuré Gary en voyant les chiffres finaux. Juste? J'ai levé les yeux de mes papiers. Ce qui serait juste, ce serait de me rembourser les dommages émotionnels que tu m'as causés. Ce serait de me rendre les 20 ans de ma jeunesse que j'ai gâchés à soutenir un homme qui me méprisait pour ma réussite. Ce n'est pas juste, Gary. C'est de la clémence. Signe les papiers. Il a signé. Sa main tremblait. En sortant du tribunal, Gary a tenté de m'approcher une dernière fois. Brenda,
Qu'est-ce que je suis censé faire? Où est-ce que je vais aller? Tu es un homme de vision, Gary, ai-je dit, citant ses propres paroles. Je suis sûr que tu as de grands projets en cours. J'ai mis mes lunettes de soleil et je suis monté dans ma voiture. Je ne me suis pas retourné. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé aux tourtereaux. Le karma, il se trouve, n'est pas qu'un concept. C'est un boomerang. Et quand on le lance assez fort, il revient vite. Linda n'a pas seulement perdu Gary. Elle a perdu son statut social. Dans les banlieues résidentielles, la réputation est une monnaie. Quand l'histoire s'est sue et j'ai veillé à ce que la bonne version circule que Linda avait tenté d'escroquer une amie et s'était retrouvée avec un amant fauché et sans abri, les portes se sont fermées. Elle a été virée du club de lecture. Elle n'a pas été invitée au gala d'été. Même les agents immobiliers qui papotent d'habitude avec elle ont commencé à papoter sur elle. Elle est devenue radioactive. Elle a essayé de m'envoyer un SMS environ 2 mois après le divorce, « Brenda, tu me manques. On me manque. » Il m'a manipulé aussi. J'ai été une victime tout comme toi. On peut prendre un café? Je ne l'ai pas bloqué immédiatement. J'ai envoyé une seule réponse, une photo. C'était une photo des sacs poubelles sur le trottoir. C'est laquelle la place des ordures, Linda. Ne me contacte plus jamais. Puis je l'ai bloquée. J'ai entendu plus tard qu'elle avait déménagé dans une petite ville du Wisconsin pour vivre chez sa sœur. Bon débarras. Quant à Gary, il a brûlé ses $20 000 d'indemnité en 3 mois. Il a essayé de lancer une boîte de conseil qui a coulé immédiatement parce qu'il n'a aucune compétence. Il n'a pas pu payer le loyer de son appartement. Il a fini exactement là où il méritait d'être, dans le sous-sol de sa mère. Sa mère, une femme qui me disait toujours que je n'étais pas assez, femme d'intérieur, pour son fils, se retrouvait coincée à entretenir un homme de 55 ans qui passait ses journées à jouer aux jeux vidéo et à se plaindre du monde entier. Je l'ai croisé une fois, environ 6 mois plus tard. J'étais au supermarché. Il était dans la file d'attente devant moi. Il faisait pluvieux. Il portait un t-shirt taché. Il achetait une pizza surgelée et un pack de bière premier prix. Il se disputait avec la caissière à propos d'un coupon de réduction périmé. J'aurais pu dire bonjour. J'aurais pu enfoncer le clou. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste poussé mon chariot vers une autre caisse. Il ne méritait même pas que je gâche ma salive. C'était un étranger et une leçon apprise par le passé. Cela fait 1 an que le divorce a été prononcé. Ma maison est différente maintenant. J'ai abattu le mur de la cuisine, la rénovation que je regardais le jour où il m'a appelé. C'est ouvert, aéré et baigné de lumière. J'ai peint la chambre en vert sauge tendre. J'ai acheté de nouveaux draps. J'ai acheté une nouvelle voiture. Mon entreprise a réalisé sa meilleure année. Sans le stress de Gary qui me tirait vers le bas à la maison, ma créativité a explosé. Nous venons de décrocher le contrat pour redessiner la bibliothèque municipale. Mais le plus grand changement est intérieur. J'avais l'habitude de penser qu'être seul signifiait être solitaire. J'étais terrifié par la chaise vide à la table du dîner. Maintenant, j'adore cette chaise. Cette chaise représente la paix. Elle représente une vie où personne ne me ment, où personne ne me vole, et où personne ne me fait sentir petite. J'ai rejoint un club de randonnée. J'ai commencé des cours de poterie le jeudi soir. Mes mains sont couvertes d'argile, pas de reçus fiscaux. La semaine dernière, j'ai rencontré un homme au club de randonnée. Il s'appelle Robert. C'est un architecte à la retraite. Il m'a proposé d'aller prendre un café. Je ne cherche ni une infirmière ni un banquier, m'a-t-il dit en souriant. Je cherche juste une bonne conversation. Nous avons partagé l'addition. C'était la chose la plus romantique qui m'était arrivée depuis des décennies. Je ne sais pas où cela mènera, et je m'en fiche, car pour la première fois de ma vie, je suis entière par moi-même. Je suis assise dans mon jardin en écrivant ceci. Buster chasse un papillon près des hortensias. Le soleil se couche, jetant une lueur dorée sur la maison que j'ai bâtie, la vie que j'ai récupérée. Mesdames, si vous m'écoutez et que vous ressentez ce nœud à l'estomac, si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, si vous avez l'impression de payer pour le privilège d'être méprisé, faites confiance à votre instinct. Vérifiez les chiffres et n'ayez pas peur de changer les serrures. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre tenir le crayon.
Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez aimé voir la justice triompher, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une amie qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Restez forte et souvenez-vous, la meilleure des vengeances, c'est une vie épanouie. En regardant le parcours de Brenda, nous sommes témoins de bien plus qu'une simple victoire sur la trahison, nous voyons le magnifique éveil de l'estime de soi. Son histoire nous rappelle avec force que la gentillesse ne doit jamais être confondue avec la faiblesse, et que le silence est souvent la stratégie la plus puissante d'une personne s'apprêtant à reprendre son pouvoir. La vraie dignité ne consiste pas à ne jamais tomber, elle consiste à avoir le courage de se relever, de secouer la poussière et de refuser d'accepter moins que le respect que vous méritez. Nous apprenons aux gens comment nous traiter par ce que nous autorisons, ce que nous arrêtons et ce que nous renforçons. Que ceci serve de témoignage, vous êtes l'architecte ultime de votre propre bonheur, et il n'est jamais trop tard pour purger la toxicité afin de construire un avenir qui honore qui vous êtes vraiment. Si vous avez trouvé cette leçon sur la résilience et le respect de soi précieuse, n'hésitez pas à partager vos pensées ou simplement à commenter, bien, ci-dessous. Nous apprécions sincèrement votre engagement et nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine histoire.